Eh bien, écoutez, chers amis, nous sommes en petit comité, mais les meilleurs sont là, c'est ce qu'il faut se dire. Hein, donc, pour écouter notre ami Denis Lacouture, que j'ai toujours l'habitude d'appeler Didier Lacouture. Bon. Vous aussi? Ah, je sais pas, mais je crois qu'il me semble qu'il y a au Québec une personnalité qui s'appelle Didier Lacouture. Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Voilà. Alors, nous sommes heureux d'accueillir. Je vais faire une présentation rapide parce que euh, je me demande comment définir la personnalité de notre ami Lacouture. Alors, il y a beaucoup à dire. J'aurais tendance à dire, merci Christine, hein, parce que c'est notre souvenir, notre archivistique, j'aurais tendance à dire c'est un baroudeur. Un peu, hein, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il a fait une carrière qui commençait par être très classique à l'éducation nationale. Et puis alors, il part en Afrique, devient conseiller de gouvernement à Bangui, à Niamey, et il finit à Dakar, où il est en charge d'une mission extraordinaire d'amélioration du français. C'est quand même très du niveau de français. Ça, c'est très intéressant parce que bon, c'est quelque chose qui est assez qu'on conçoit finalement parce que bon, c'est un pays francophone, mais j'imagine que ça a dû être un travail très intéressant. Puis alors, le tout peuplé de révolutions, d'agitation, de rapatriement, de coups de mitrailleuses qui partaient dans tous les sens. Enfin, bon, quand on l'écoute, quand il nous parle, on découvre une personnalité oui, qui a fait le coup de feu presque. Hein. Il n'a pas fait matériellement, mais enfin, il a éprouvé quelques dangers. Et c'est quand même assez intéressant. Donc, pour finir, à l'inspection d'académie de Mayotte, au rectorat. Voilà. Alors, belle carrière, donc que celle de Denis Lacouture, qui a écrit déjà un livre qui s'appelle Béa Africa, qui nous a présenté, parce qu'il est dans l'académie depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Et puis alors, comme il a pris sa retraite entre temps, il a pris des responsabilités. Alors, c'est assez extraordinaire, le Siemens Club de La Rochelle, qui est quelque chose qu'on n'imagine pas. Si on ne l'a pas vu, si on n'a pas eu les explications, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais c'est vraiment une association très active qui reçoit des milliers de marins chaque année. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Alors, la seule chose, c'est qu'on ne peut plus y rentrer facilement dans cette partie du port, parce que tout est verrouillé maintenant pour les raisons de lutte contre la drogue, de sécurité. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant dans le paysage rocher. Alors, il est aussi membre, j'ai vu ça, actif de la Ligue de protection des oiseaux et secrétaire du comité Ré-La Rochelle, ou La Rochelle-Ré, de la Légion d'honneur. Alors, c'est quelqu'un qui, évidemment, va nous apporter au sein de l'Académie eh bien, son concours. Il l'a déjà montré, du reste, à l'occasion du concert qu'il a organisé avec Christine Mars là, il y a quelques semaines, on peut dire il y a une quinzaine de jours, donc avec un concert de poésie, donc concert, musique et poésie, et c'était l'occasion de mettre en valeur une fois de plus Alexis Bardini, ça c'est son guerre, que nous avions primé l'année dernière au prix de l'Académie. Voilà, je ne vais pas en dire davantage, je vais lui laisser la parole. Et il va nous expliquer, il va nous parler de ces livres que nous avons tous connus. Je dis nous parce qu'il n'y a pas trop de jeunes dans cette réunion. Mais évidemment, quand on parle de ces ouvrages à des jeunes gens, qui ont 20 ans, 30 ans, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Mais pour les générations qui ont précédé, je crois que tout le monde est au courant et tout le monde les a vus de chez soi ou ses parents, chez ses oncles et tantes. Denis, à toi la parole. Merci. Bien. Donc, avant de commencer, je voudrais saluer le travail d'Alain Auriol, c'est le personnage en photo à gauche, fondateur et directeur des éditions Milan à Toulouse, qui a travaillé beaucoup pendant des années sur la confection du catalogue exhaustif des ouvrages du Club français du livre.
Il y a été aidé par Michel Grandati, professeur émérite de l'Université de Toulouse, et par Franck Raymond, inspecteur de l'éducation nationale, et moi-même, ce qui explique ma présence devant vous ce soir. On a travaillé de longues années sur la confection de ce catalogue. Alors le catalogue n'existe pas physiquement, en revanche, il va faire l'objet d'un site internet très prochainement qui permettra à chacun de connaître l'ensemble des livres du Club français. Alors, vous les avez, un vide-maison, une brocante, une bibliothèque à vider ou à désherber. Vous les avez obligatoirement rencontrés. Jaquette le plus souvent entoilée, fréquemment de couleur vive à l'origine et bien souvent défraîchie à l'épreuve du temps. Parfois encore emballés dans leur rhodoïde. Ils ont été tellement présents dans nos environnements qu'ils ont fini par devenir invisibles. Et pourtant, les livres clubs ont contribué très largement à la diffusion de la littérature et de la culture dans l'Europe de l'après-guerre. Ils ont été novateurs, impertinents, presque révolutionnaires dans le monde de l'édition des années 40 à 70. Parmi la dizaine de clubs de livres qui ont été créés à cette époque en France, le premier et le plus important, celui qui en quelque sorte a fait modèle, est le Club français du livre. Dès sa création en 1946, il fait du concept de livre club une proposition éditoriale nouvelle, tandis que l'acquisition d'ouvrages devient un acte de ralliement à un groupe d'amateurs lettrés, créant ainsi une communauté de lecteurs, ce qui était tout à fait nouveau à l'époque. Le Club français du livre va donc durablement marquer l'histoire de l'édition française. Alors, un petit mot sur la création du club. Le Club français du livre est créé le 14 octobre 1946 par un Américain, Stéphane Aubry, et un Allemand résidant en France, Paul Stein, alias Jean-Paul L'Hôpital. Il décide d'implanter sur le marché français une formule de vente copiée sur une formule qui existait aux États-Unis avant la guerre, et fort de l'expérience de la Guilde du livre, qui a débuté en Suisse avec Louis-Ferdinand Ramu. Les grands axes du fonctionnement de ces clubs sont toujours les mêmes: la vente de livres de correspondance, l'obligation d'un abonnement et d'un minimum d'achat annuel, l'existence d'une revue de conseils, de critiques et de courriers faisant lien entre l'éditeur et les lecteurs, puis très vite entre les lecteurs entre eux, puisque les lecteurs communiquaient à travers le courrier des lecteurs. Et puis l'édition d'ouvrages à un rythme soutenu, afin d'offrir aux abonnés un choix exponentiel le plus rapidement possible. Alors, dans quel contexte? Là, vous avez 4 exemplaires de la revue Lien à des périodes différentes. On en reparlera tout à l'heure de la revue Lien. Le contexte. La fin des années 40 est marquée par un grand besoin d'écrire, de publier et d'éditer, et par une forte crise de la distribution. Bon nombre de librairies sont fermées, il en reste très peu en province. Les grands éditeurs ont un peu de mal à faire oublier leur positionnement pendant l'occupation. La conjoncture est donc particulièrement favorable au lancement du Club français du livre, qui se distingue par une fonction prescriptrice, grâce à la revue Lien, et le service d'une livraison directe à domicile, ce qui était très, très important pour le milieu rural. La première année d'activité du Club français est marquée par ces difficultés d'approvisionnement et de transport de l'après-guerre. La distribution est totalement mise à plat. Il n'y a plus de réseau de distribution efficace. Malgré cela, la formule du Club français du livre se précise avec la publication d'un bulletin de liaison
on l'a vu tout à l'heure. Une première équipe est constituée autour du gérant, Jean-Paul L'Hôpital. Deux personnalités s'y distinguent très rapidement. Robert Carlier, directeur littéraire, et bientôt Pierre Faucheux, conseiller artistique. En une année, les 10 000 premiers membres sont recrutés. Le tout premier livre, on va reprendre celui-là, voilà. Le tout premier livre édité est Les aventures d'Arthur Gordon Pym, d'Edgar Poe, qui est achevé d'imprimer le 20 février 1947. Suit dans cette même période initiale et dans la même collection que le Club français appellera Prométhée, et qui ne durera pas, on va le voir, Le Prince de Machiavel, achevé d'imprimer le 15 février 1947, Candide, l'ingénu de Voltaire, achevé d'imprimer la même année, et puis la chronique du règne de Charles IX de Prosper Mérimée, achevé d'imprimer en 1947. Comme vous le voyez, la conception artistique reste plus que sommaire, mais déjà apparaît le C du Club français du livre, qui sera emblématique de toute cette édition pendant les 30 années qui suivent. Malheureusement, la collection Prométhée ne pourra pas continuer puisque le nom était déjà pris par une autre édition d'art. Le Club français s'en aperçoit et au moment où s'arrête la collection Prométhée, débute le grand essor du Club français du livre. Les titres sont choisis par un comité éditorial composé d'intellectuels et de critiques littéraires, garantissant une sélection de qualité. Un comité de patronage est créé dès le début, qui est composé dès l'origine d'Henri Calais, de Colette, de Francis Carcot, de Jean Cocteau et de Maurice Garçon. Les livres sont répartis en collections proposant une variété de genres, allant de la littérature classique aux essais, en passant par la science, le roman, la poésie. La collection la plus importante en nombre est la collection roman, avec 312 titres, édités entre 1947 et 1970. Chaque collection est parfaitement identifiable grâce à un logo distinctif. Vous voyez en haut à gauche le petit cœur pour la collection roman, la lyre pour la collection poésie et le portique pour la collection portique. Le format sera toujours il y a deux formats qui seront toujours les mêmes et qui seront maintenus tout au long de l'édition. Le format dit classique, et puis 21,5 par 15, et le format carré, 21,5 par 18,5, à droite. Les premiers livres imprimés et distribués sont donc les fondateurs des nouvelles collections. Les œuvres poétiques de Louise Labbé est achevé d'imprimer en mars, c'est le numéro 1 de la collection Poésie. Alors, je l'ai amené. Vous verrez, il est édité sur ce que le Club français appelle pompeusement du pur alpha mousse teinté. C'est un papier bleu ciel qui s'avérera être les papiers d'emballage des cigarettes américaines quand elles sont arrivées jusqu'à nous avec les premiers Liberty Ship. Voilà, on faisait avec ce qu'on pouvait tout à fait au début. Hein. Le neveu de Rameau, de Diderot, achevé d'imprimer en 1947 aussi, est le numéro 2 de la collection classique. Le numéro 1 n'a jamais été retrouvé et n'a probablement sans doute jamais existé. Le rêve de Dostoïevski, achevé d'imprimer toujours en 1947, numéro 3 de la collection roman. De la même manière, les numéros 1 et 2 n'ont jamais été trouvés et très probablement n'auront jamais existé. Voilà, vous avez là les livres qui fondent toutes les grandes collections. C'est les premiers numéros. J'ai oublié de citer La Casa de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca, premier de la collection Théâtre, et de La Mouche à l'homme de Jean Rostand, le premier de la collection Science.
les membres payaient une cotisation annuelle qui leur donnait droit à un certain nombre de livres par an, pas moins de 1 par trimestre. Il y avait donc une obligation d'achat, souvent à des prix inférieurs à ceux du marché. Les livres étaient envoyés par correspondance, ce qui permettait de toucher un public national, y compris dans les zones rurales, on l'a vu tout à l'heure. Le club publiait en moyenne 4 ouvrages par mois. Voilà. Là, vous avez un des tout premiers numéros de Lien, un numéro 10, qui date de 48, avec une présentation du roman Mon oncle Benjamin et des critiques de livres qui se veulent déjà généralistes, puisqu'on ne critique pas seulement les livres édités par le Club français, mais l'ensemble des sorties nationales. Là, vous avez le courrier des lecteurs, je crois, voilà. Et puis la présentation d'un huis clos. Alors, au cœur du concept des clubs, et particulièrement du Club français, il y a le travail des maquettistes. En novembre 1947, pour le premier volume de la collection Essais, Michel L'Hôpital et Robert Carlier demandent à Pierre Faucheux de proposer une maquette moderne qui rompe avec les premières éditions faites jusque-là par le Club français et jugées par eux, vous l'avez vu vous-même, un peu trop passéistes. Il s'agissait des aphorismes de Georges-Christophe Lichtenberg, préfacés par André Breton. Pierre Faucheux place une gravure du visage de l'auteur en grandeur réelle sur les deux plats, grave la signature de l'auteur sur son front, fait entrer par une oreille dans son crâne, grâce à un cône, les aphorismes, et les fait sortir de sa bouche avec le même procédé. Jugée formidable par les donneurs d'ordre, cette maquette fera entrer Faucheux à la rédaction du Club français, et à sa suite, les autres grands maquettistes qui firent la richesse de cette aventure. Une présentation classique sera également proposée pour ce premier ouvrage afin de ne pas choquer les lecteurs habituels du Club français. Un mois plus tard, ce même choix d'une double présentation sera fait avec le numéro 7 de la collection classique, les instructions données aux domestiques. Vous avez en haut la présentation moderne de Pierre Faucheux, en bas à droite la présentation ordinaire, habituelle, et puis en bas à droite ici, en carré, en format carré, une réédition qui a été faite de l'ouvrage 10 années plus tard. À partir de les livres, les deux ouvrages dans ce nouveau goût, l'ensemble des ouvrages du Club français vont être marqués par ce besoin de créativité, de création et de modernité. Pierre Faucheux conçoit les maquettes d'ouvrages depuis 1947, assisté par Jacques Darche, qui sera remplacé après 1954 par Jacques Daniel. Pierre Faucheux invente véritablement le livre club, associant aux techniques de reliure industrielle des principes esthétiques et graphiques alors oubliés par l'édition courante, mise en page dynamique, iconographie symbolique, typographie expressive. La mise en page est toujours au service du texte. D'autres maquettistes se formeront auprès de Pierre Faucheux, dont le plus connu est Robert Massin, que nous ne quitterons plus jusqu'à la fin de l'exposé. Robert Massin a dit « Avec Pierre Faucheux, le volume n'était plus ce parallépipède rectangle épais et inerte comme une brique, mais bien une chose vivante dans laquelle nous nous efforcions d'introduire une troisième dimension. » Cette conception du livre se place dans la mouvance post-Bauhaus qui se donnait pour mission d'offrir au plus grand nombre et à des coûts raisonnables des objets du quotidien designés. N'oublions pas que Pierre Faucheux était au départ architecte. Beaucoup des maquettes réalisées trahiront également la proximité de ces artistes avec le mouvement surréaliste.
nous retrouverons Pierre Faucheux, Jacques Darche, Jacques Daniel et Robert Massin tout au long de cet exposé. Ils ont été les acteurs principaux de cette aventure éditoriale. La maquette d'un livre, autrement dit sa mise en page, relève d'un métier dont la fonction est de donner envie de lire, de créer un impact visuel pour rendre le texte plus attractif à ton lecteur potentiel. C'est dans cette double dimension d'attractivité et de lisibilité que s'inscrivent les projets du Club français du livre. Projets qui vont déterminer pour une large part, la création de maquettes dans les décennies qui suivront. Ce qui frappe le lecteur de ces ouvrages, c'est le grand confort de lecture qui s'en dégage. Afin d'illustrer mon propos, et après avoir bu un peu d'eau, je vais vous commenter la mise en page d'un livre que beaucoup d'entre nous connaissent, Le désert des Tartares de Dino Buzzati. Le désert des Tartares de Dino Buzzati est édité en Italie en 1940 et il sera réédité au Club français du livre en français en 1955. C'est le livre que vous avez là-haut et que j'ai dans la main. Le récit traite du destin d'un jeune officier qui part prendre ses fonctions dans une citadelle militaire à la frontière entre le royaume et l'État du Nord, territoire mythique, séparé par un désert énigmatique. Il y attendra une vie entière l'arrivée de l'ennemi, l'ennemi qui ne viendra pas ou qui viendra trop tard pour lui, en tout cas. Regardons l'ouvrage de plus près. La couverture est jaune, comme le sable du désert, et le parcours du lecteur commence sur la 4e de couverture, quand il tire le livre, et où il aperçoit l'avant d'un attelage de chevaux avec un cocher militaire qui se trouve face à une ligne pointillée, à la fois frontière et piste. Il se poursuit en première de couverture avec une bifurcation possible, à moins qu'il ne s'agisse d'une ligne à ne pas franchir, choix ou impossibilité déjà. Le lecteur passe outre et se retrouve sur les pages de garde, jaunes, où les pointillés sont à nouveau coupés par une illustration montrant les traces des sabots d'un cheval dans le sable. La double page suivante, blanche, présente à droite le Club français du livre et la date, 1955, de manière très sobre, comme une interruption dans la création de cette atmosphère. La double page suivante est à nouveau jaune, avec les mêmes pointillés, surplombés sur la page de droite par le titre italien, même corps et typographique, la page précédente. S'ensuit ainsi un jeu de 9 pages afin que le lecteur soit déjà lui-même placé dans l'attente. Le texte débute sur une page numérotée 3, qui est en fait la 13e, après que nous ayons attendu avec le héros du récit. Le récit nous fait partager donc l'attente interminable de l'arrivée d'un ennemi qui ne vient pas. La bascule entre les pages jaunes du désert et le blanc se fait autour du portrait de l'auteur, les yeux fermés. Lui aussi barre la ligne horizontale. En suivant les pointillés, le lecteur passe du désert à la page blanche, respiration ralentie avant l'entrée en lecture, lecture qui commence enfin, dans la page numérotée 3. La marge du haut, d'un tiers de page, provoque une sensation de lecture troublante, lecteur et héros confrontés au même désert, au même horizon, au même étirement de l'espace-temps. On peut lire, page 125, le fort semblait un très long mur, un simple mur avec rien derrière. Et les pages 126 et 127, que vous avez là-bas, offrent au lecteur un véritable mur de mots,
avec toujours la même marge qui est l'équivalent de l'horizon que scrute le héros, horizon vide, horizon d'attente, ciel blanc, sans texte. La lecture se poursuit jusqu'à la fin du roman, page 353, que vous avez ici. L'arrière de l'attelage rencontré sur la 4e de couverture tout à l'heure apparaît alors, renvoyant de façon circulaire le lecteur au tout début à la 4e de couverture, équivalent sensible du temps circulaire où rien n'avance, dans ce désert frontière où rien n'advient. Cet attelage s'avère être en fait un corbillard, enterrement des illusions du héros qui rêvait de gloire militaire et qui repartira juste avant que l'ennemi n'arrive réellement. Cette maquette est de Jacques Darche, bien évidemment. Un autre exemple, un peu plus rapidement, il s'agit de 3 hommes dans un bateau de Jérôme K. Jérôme, achevé d'imprimer en 1949, également maquette de Faucheux. Symboliquement, la première de couverture bénéficie du titre sous la forme d'un pochoir de couleur bleue qui esquisse la forme d'un bateau, forme évidée par la silhouette de 3 personnes. Cette approche enfantine se retrouve dans la double page de titre où le chiffre 3 en vert sert de pivot à la danse des lettres. En capitale, le mot bateau sont comme découpés et collés à la hâte, le mot 1 venant faire écho en vert au chiffre 3. On a le bateau qui flanche et puis 3 hommes qui essayent de se tenir debout. Quelques exemples maintenant de maquettes remarquables des différentes collections. En haut à droite, l'Hôtel du Nord d'Eugène Daby, avec ses 2 plats tapissés d'une tapisserie de l'époque, voilà, qui nous rappelle l'ambiance du film du même nom, hein, de l'Hôtel du Nord. Le pilote d'Édouard Pesson, parsemé du premier plat jusqu'au fin de chapitre de petits mariniers agents de piste. On a ça tout au long du roman. Orient Express de Graham Greene, numéro 219 des romans, et édité en 57 sur une maquette de Jacques Daniel, qui expose les plats, sur les plats, un O et un E bleu sur fond noir. La mise en page, équilibrée comme sur des rails, renforce encore l'attrait pour ce volume. Contre, c'est le mot d'ordre de la France contre les robots de Bernanos, maquette de Jacques Darche 1955. Ce mot, imprimé en rouge, est partout, de la couverture jusqu'aux pages de 1 à 7, où il va grandissant. Cet ouvrage contient un facsimilé de 12 pages d'une édition de la France libre. Du même auteur, Un crime, où le noir, avec une petite croix sur la page de garde, et où le noir est amené jusqu'à l'intérieur du livre par les premières pages. Le titre de L'homme traqué de Francis Carco, une maquette de Pierre Faucheux, a déserté le dos de l'ouvrage pour occuper de manière oppressante le premier plat. Une mise en page avec très peu de marge et ne réservant aucun espace entre les chapitres poursuit cette impression d'étouffement. Vous voyez le contraste avec le livre dont on a parlé tout à l'heure, du désert des Tartares. Là, on est vraiment étouffé littéralement par le texte. L'Hérésiarque et compagnie d'Apollinaire, ou des diablotins blancs sur des plats rouges, ouvrent le roman, et ces diablotins, après rouges, se poursuivront tout au long du livre. Autre exemple, Les Jeux Inconnus de Francis Boyer, maquette très connue avec le négatif et le positif du petit chien d'un côté et de l'autre, et puis ces insectes biffés de rouge, et une mise en page aux marges, vous voyez, plus que généreuse. Le cœur net de Chris Marker, en bas
à gauche, est l'un des livres les plus recherchés actuellement du Club français, parce que il n'y a aucune autre édition de ce texte en dehors de cet ouvrage. La maquette est de Pierre Faucheux et elle est particulièrement élégante, avec des petites roses des vents disséminées dans tout l'ouvrage qui font toutes les têtes de chapitre. Un dessin de Jean Cocteau dévore et décore la couverture de son roman Les Enfants terribles, maquette de Jacques Darche en 1950. L'ouvrage est tout entier illustré par l'auteur, comme vous pouvez le voir. Alors, deux exemples de maquettes remarquables de la collection Poésie. Pour Les Fleurs du Mal, numéro 2 de la collection Poésie, édité en 1948, Pierre Faucheux bouscule l'esthétique habituelle des recueils de poésie en installant sur les deux plats un manuscrit qu'il dira hirsute de l'auteur et barré rageusement par l'auteur. On retrouvera ça dans un autre ouvrage un peu plus tard. Le Rimbaud, en 1957, paraît d'après une maquette de Jacques Daniel et s'ouvre sur une préface de René Char, sous une couverture de daim fauve. Les illuminations, en bas à droite, seront rééditées en 1966, illustrées de 8 aquarelles inédites de Zhao Oki. Un exemple caractéristique de la collection Récits, Opium, de Jean Cocteau, Plat et dos toilés de jute orange, un dessin de l'auteur en couverture. La formidable maquette de Jacques Daniel nous emmène jusqu'à l'avant-propos, puis jusqu'au texte lui-même, avec des dessins de l'auteur, en suivant des colonnes du mot opium, repris tout le long des pages, et entre chacun des chapitres. Un exemple de la collection théâtre, peut-être le plus connu de toutes les maquettes de Pierre Faucheux, le Ubu-Roi d'Alfred Jarry. Format carré, relié pleine toile verte illustrée. Pierre Faucheux choisit la police Plantin, corps 24. Il dira « Des livres pour le club français, j'en ai fait 225. Il y a eu Ubu-Roi et tous les autres. » Il faut voir particulièrement sur le premier cahier de l'ouvrage les faux titres illustrés, imprimés en noir, rouge et bleu, pour certains montés en gidouille, c'est ainsi qu'Alfred Jarry appelait la spirale sur le ventre du but. Voilà. Au-delà des classiques, le club français du livre s'applique à éditer des auteurs à l'époque moderne, comme Colette, Georges Bernanos, Jean Anouilh, Julien Green, Blaise Cendrars, André Gide, François Mauriac, Jean Giono, Jean Giraudoux, André Malraux, Jean Cocteau, André Mauroy, Marguerite Yourcenar, Louis-Ferdinand Ramu et tant d'autres. Deux prises très importantes. Alain Robbe-Grillet y publie Les Gommes en 1953, en édition originale au Club français du livre. Les Gommes étant voilà, l'un des romans réputé comme fondateur du nouveau roman. Et puis deux livres de Julien Gracq avec l'autorisation des éditions Corti, Un beau ténébreux et Au château d'Argol. Ce sont les deux seuls titres de Gracq édités hors de chez Corti. De 1950 à 1962, la créativité artistique du club est à son plus haut niveau, et les livres qu'il édite sont à chaque fois des objets uniques, dont les maquettes, souvent insolites, sont réalisées par des graphistes réputés. De plus, le club choisit des imprimeurs connus, et principalement le relieur Engel à Malakoff. En 1962, c'est l'apogée du club français. Le club français compte 300 000 adhérents, présente un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de francs, a édité 830 ouvrages répartis entre 26 collections, a installé son siège social au 8 rue de la Paix
organise des conférences en province comme à Paris et a créé une filiale musique, le Club français du disque, pour les amateurs de jazz. C'est Franck Thénault à l'époque qui avait pris la direction de cette collection. Très vite, assez vite, parce que c'est à peu près 7 ou 8 ans après les premiers livres édités, les dirigeants du Club français du livre comprennent que les lecteurs auxquels ils s'adressent peuvent développer un besoin de se démarquer, d'acheter des livres de qualité meilleure et des livres cuir en particulier. Le Club français du livre édite donc des tirages de tête reliés cuir et tirés à 250 exemplaires, ou des tirages réalisés dans des coffrets de luxe sur du papier de grande qualité et tirés également en petit nombre. 45 de ces livres et de ces coffrets ont été répertoriés. Parmi ces ouvrages rares, un tirage très particulier, le tirage de tête du château d'Autrande, d'Horace Walpole. Il a été tiré à 126 exemplaires. Il contient 12 lithographies originales de Salvatore Dali, numérotées de 1 à 126. Vous vous doutez que cet ouvrage n'a plus de prix. D'ailleurs, il n'existe plus vraiment, puisque les lithographies ont été découpées et vendues individuellement pour la plupart. Moi, je ne l'ai jamais vu, ce livre-là. Ce que vous avez là, c'est le tirage ordinaire. Comme vous voyez, je suis loin ça c'est celui qui m'appartient, je suis loin des 126. Hein. Je suis au 3028. Voilà. Les tirages de tête édition cuir ont également été parfois le prétexte à la revente sous cuir de certains invendus. Et la revue Lien laissait planer le doute entre les tirages de tête et ces livres-là. Bon. On a eu comme ça, en refaisant le catalogue, quelques surprises. Bientôt, des éditions complètes viendront enrichir encore le catalogue. À noter l'édition Honoré de Balzac, présentée pour la première fois dans l'ordre chronologique d'entrée en scène des personnages de la comédie humaine, et non pas dans l'ordre habituel. Et puis la magnifique édition de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, sous cuir rose, et avec l'édition que l'on appelle l'édition de la Gerbe illustrée, l'édition dans le goût de l'Art nouveau. Voilà. Il y a eu également Victor Hugo en 1967, je crois qu'il y a 40 volumes cuir. Sandrin et Maupassant en 70, Tolstoï et Dostoïevski en 72. Alors, on a vu qu'on a parlé de l'apogée du Club français. Évidemment, ça n'est pas sans agacer les éditeurs classiques, et en particulier habituels, et en particulier les éditeurs parisiens. Dès son origine, le Club français du livre inquiète le monde de l'édition. Sa réussite fulgurante agace les maisons parisiennes. L'installation rue de la Paix est vécue comme une provocation. La création d'un prix littéraire, le Grand Prix international du Club français du livre, qui sera décerné en 1949 à Alias Canetti, futur prix Nobel. Et puis l'édition de quelques auteurs originaux comme Michel Butor sont considérés comme des provocations. C'est un peu trop. Mais surtout, c'est la publication d'Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, première édition en français au Club français du livre, édité en 1949, maquette de Pierre Faucheux que vous avez en haut. Ce qui est particulièrement mal accepté par les éditeurs installés. Il y aura une réédition 10 années plus tard sur une maquette de Robert Massin, en bas.
Enfin, la création dès 1948 de la collection Les Portiques, qui se veut être une concurrente de la Pléiade, est jugée insupportable par Gallimard. Ce modèle économique est considéré comme un obstacle à la réouverture des librairies et donc à la remise en route de tout le circuit de distribution. Un petit mot donc sur la collection Les Portiques. Vous en avez deux ici si vous voulez les voir après ce mot. Créée pour satisfaire les lecteurs déroutés par le manque d'unité des autres ouvrages, cette collection se situe volontairement exactement sur le créneau de la Pléiade de Gallimard. Maquettes toutes identiques, couverture cuir, papier Bible, étude et exégèse des textes proposés, code couleur, bleu pour les classiques, rouge pour la littérature française, vert pour la littérature étrangère. 96 titres seront édités dans cette collection de 1946 à 1969. Notre-Dame de Paris en est le numéro 1. 9 titres seront édités plus tard dans une collection beaucoup plus tardive, autour de 1976, avec une qualité un petit peu dégradée. Le premier des 9 fut une réédition de Dessous du volcan. On ne se prive pas. Et puis le deuxième, une réédition du Désert des Tartares. À noter les deux éditions de l'Odyssée, la première en 1948, numéro 3 de la collection, avec une traduction très poétique de Victor Bérard, et l'autre en 1955, dans une traduction de Philippe Jacotet, qui fait encore référence aujourd'hui. Les livres de la collection Les Portiques sont actuellement plutôt recherchés. Ils font d'assez belles étagères, il faut le dire. Donc voilà, il arrive que nous puissions les vendre au mètre presque. Quelle est, face à ça, la réponse des éditeurs et des libraires? Les éditeurs répondront en créant deux collections concurrentes et les libraires répondront en créant deux autres collections concurrentes. Les libraires, Gallimard décide donc dès 1951 de combattre le Club français du livre sur son propre terrain et fort de son imposant catalogue, fonde le Club du meilleur livre. Gallimard, Hachette et Robert Laffont en sont les commanditaires. Ils n'apparaissent pas en leur nom propre dans le capital du club, car vis-à-vis de leurs clients libraires, la vente par correspondance reste une pratique inavouable. Robert Massin, jusque-là maquettiste au Club français du livre, devient conseiller artistique du Club du meilleur livre. Formé au Club français, il met en œuvre fidèlement les principes qu'il a appris auprès de Pierre Faucheux. L'organisation et la prospection des ventes sont entièrement copiées sur le Club français du livre. 143 ouvrages de très belle qualité paraîtront entre 1952 et 1962. Particulièrement, Massin se fera celui qui imprime non seulement sur les couvertures de livres, mais aussi, comme vous le voyez en haut, sur les rhodoïdes. Voilà. Le catalogue du Club du meilleur livre sera édité par Alban Cerisier et Jean-Claude Huret, libraire à Paris, qui en fera le catalogue exhaustif. Voilà. Toujours au Club du meilleur livre, juste un petit exemple pour vous situer le travail. La page de titre, tout à fait en haut, pour les copains de Jules Romain, va se dérouler sur 20 pages. Les 7 copains apparaissent au fur et à mesure. On a l'impression d'être en présence d'un flipbook, c'est-à-dire d'un livre, d'un ensemble d'images très peu différentes dans leur contenu, dont la succession rapide, quand vous le tournez, crée un mouvement. Voilà. Quelques exemples de la mise en page de Massin pour le Club du meilleur livre. Enfin,
pour relever 8 ans plus tard le défi du Uburois de Faucheux, qu'on a vu tout à l'heure au Club français du livre, Massin choisit de dessiner lui-même les illustrations et d'imprimer le texte sur du papier boucherie. L'affaire était quand même osée. Mais le public ne répondit pas comme espéré. Sans doute le créneau était-il déjà trop occupé par le Club français. Les éditeurs fonderont un second club, le Club des éditeurs. Il est fondé en 1956 sous le patronage de 7 maisons d'édition: Flammarion, Julliard, Lafon, Albin Michel, Plomb. Le seuil est stock. Un droit d'entrée de 300 francs est demandé, ainsi que l'achat minimum de 3 volumes dans l'année. Le bulletin qui les relie s'appellera l'Album des lettres. 200 ouvrages seront publiés entre 56 et 62. C'est les 2 clubs fondés par les éditeurs afin de contrer le Club français du livre cessent donc leurs éditions la même année, en 1962. Les libraires ne furent pas en reste, fédérés par les circuits de distribution. Les libraires créeront le Club des libraires de France en 1953, et c'est Pierre Faucheux qui quitte le Club français du livre pour venir faire les maquettes du Club des libraires de France. Il devient directeur artistique. Il publiera 400 ouvrages d'une très grande qualité et cessera son activité en 1966. Un catalogue des ouvrages publiés par le Club des libraires de France a été réalisé par Bernard Gerbrand, que vous avez là, et publié à l'EMEC Éditions. Le fait que Pierre Faucheux composa presque toutes les maquettes de cette édition fait de l'ensemble l'un des plus beaux témoignages sur l'art du maquettisme. Citons quelques ouvrages réalisés par Pierre Faucheux pour le Club des libraires de France: L'esprit des formes d'Élie Faure en 1957, La sagesse des nations en 1959, Mireille de Frédéric Mistral en 1959, dans une édition bilingue français-provençal. Mais c'est en 1956 que Pierre Faucheux impose au premier plat du Marchand de couleurs de Robert Brasillac, que vous avez là-haut, l'écriture hirsute de l'auteur, comme il l'avait fait 10 ans plus tôt pour le Baudelaire, au Club français. Enfin, le second club créé par les libraires, le Livre Club du libraire, il est créé en 1956. Il publiera 213 ouvrages jusqu'en 1966. Les maquettes restent très classiques et beaucoup plus convenues que les éditions concurrentes. Vous les avez tous là. En fait, le système pour ces clubs de libraires était très différent, puisque les lecteurs venaient dans les librairies, commandaient les livres sur les catalogues et venaient rechercher dans les librairies. Donc en fait, cela a permis, ces clubs-là ont quand même permis la réouverture et le redémarrage d'un bon nombre de librairies. Enfin, dès 1960, et devant l'échec commercial du Club du meilleur livre, les éditions Gallimard créent la collection Soleil, destinée à republier dans une série semi-luxueuse des auteurs déjà publiés dans la collection Blanche ou la collection du monde entier du même éditeur. Le format est très proche de celui des livres clubs, mais Robert Massin, déjà au service de Gallimard pour le Club du meilleur livre, sacrifie la maquette individuelle du livre qu'il avait porté au plus haut avec Pierre Faucheux et crée une collection où le classement alphabétique des auteurs génère de simples blocs de couleurs. La collection Soleil comporte 343 titres édités entre 57 et 77. Toutes les têtes de gondole de la grande maison d'édition sont là: Camus, Malraux, Sard, Duras, Saint-Exupéry, Leclésio et tant d'autres.
mais aussi Céline et Rebatté. Le catalogue exhaustif de cette collection figure en annexe du catalogue du Club du meilleur livre, fait par Jean-Claude Duret. Alors, après la naissance, après l'essor, il y a maintenant la fin des clubs. Tout au long des années 60, le concept se perd. Les grands maquettistes, à force de servir des projets concurrents, se sont artistiquement épuisés. La multiplication des éditions de livres club crée des redondances de titres, crée des confusions. Le 9 février 1953, Henri-Philippe Aki, secrétaire général de la librairie Hachette, lance une nouvelle collection appelée le livre de poche, qui révolutionnera définitivement l'édition. En 1963, c'est Pierre Faucheux qui prend la direction artistique du livre de poche. En 1971, Gallimard crée à son tour sa propre collection de livres de poche, la collection Folio, et, bien évidemment, c'est Robert Massin qui en devient le maquettiste. Enfin, en 1970, le tsunami, fort du succès de ses clubs en Allemagne, le groupe Bertelsmann introduit en France un savoir-faire commercial extraordinairement efficace, fondé sur l'association de la vente par catalogue, un réseau de points de vente spécialisés et le recrutement d'adhérents par une société de vente à domicile. C'est France Loisirs. Les livres ne seront plus numérotés, les livres seront collés. C'est le début du discount dans l'édition et dans le monde littéraire. Le Club français continuera malgré tout à éditer quelques ouvrages jusqu'en 1976, mais qui seront la plupart du temps des ouvrages d'art et non plus de littérature. Alors, avant de conclure, j'ai cherché quelques lointains héritiers à ces clubs. L'idée, c'était de réunir un accès là, de proposer un accès très large et peu coûteux à la culture, de créer une approche communautaire autour du livre, et de faire une proposition sélective en fonction des goûts de chacun, et quand même de cultiver l'amour du livre, du beau livre. Alors, quelques propositions quand même dont il faut parler sur la toile, en particulier les plateformes en ligne, comme Goodreads ou Babelio, où des lecteurs notent, commentent et créent des clubs de lecture virtuels. Cela reprend l'idée de partage et de débat autour des livres. Par exemple, le groupe Lecture Commune sur Babelio, des milliers de lecteurs lisent le même livre en même temps et en débattent. Enfin, et de manière plus proche de l'état d'esprit du départ, de plus en plus de librairies ont mis le concept communautaire au centre de leur proposition, comme la librairie Shakespeare à Paris, qui propose un club de lecture mensuel avec des rencontres en magasin ou en ligne. Et puis, pour revenir à un milieu qui m'est cher, Pascal l'évoquait tout à l'heure, la librairie Ulysse sur l'île Saint-Louis, qui est une librairie du voyage, anime périodiquement un club de lecture et d'échange autour des voyages en cargo. Alors pour conclure, portés par les 30 Glorieuses, les clubs de livres auront profité du formidable essor de la consommation et des profonds bouleversements sociaux de cette période pour faire entrer dans les foyers français plus de 3000 titres de littérature moderne et classique, de poésie, d'histoire et de science, tous tirés à des milliers d'exemplaires. Ils ont participé très largement à cet âge d'or de la littérature et de la création littéraire, de Camus à Sartre, de Gide à Mauriac, de Giono à Gary, en passant par Duras et le nouveau roman. Ils ont participé à l'exception culturelle française et ont, en quelque sorte, contribué sans doute un peu à ce que nous sommes. Alors,
si au hasard d'un vide-maison, d'une brocante ou d'un carton de livres emporté dans une salle des ventes, vous en rencontrez, prêtez-leur attention. Vous aurez peut-être en main le surprenant manifeste du surréalisme d'André Breton, l'incroyable exercice de style de Raymond Queneau, en bas, ou le très beau Moby Dick d'Herman Melville, dans des mises en page réalisées par les véritables artistes que furent Pierre Faucheux, Jacques Darche, Jacques Daniel et Robert Massin. Je vous remercie.